Bonsoir, il est 19 h. Je vous propose d'ouvrir cette nouvelle séance du conseil municipal. Nous avons quelques absents ce soir. Tout d'abord, Madame Catherine Beaulieu qui donne procuration à Martine Gaille. Madame Dominique Morat qui donne procuration à André Humeau. Ah, André qui va nous rejoindre, effectivement. Il y a peut-être quelques minutes de retard. Le voici. Bonsoir André Humeau. Et alors, nous avons un cas un petit peu particulier, puisque ce soir, Francette Cando devait être absente, ainsi que Christian Berthoud, qui donnait procuration à Christine Giraudet, mais que j'ai eu au téléphone peu avant la séance, et qui est bloqué là pour l'instant pour des raisons professionnelles, et peut-être nous rejoindra en cours de séance, et qui vous prie de bien vouloir l'excuser. Le quorum est atteint, notre assemblée peut légalement délibérer. Nous avons 7 points à l'ordre du jour ce soir. Je vous propose de désigner un ou une secrétaire de séance qui ce soir sera Hélène Deiris. Merci. J'espère que Jacques Maillefer ne sera pas trop déçu cette fois-ci. Et tout d'abord, je vous propose de mettre à l'approbation des voix le procès-verbal de la séance du 30 mars. Est-ce qu'il y a des observations? Non, je le mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Des abstentions? 5 abstentions. Et avant de dérouler l'ordre du jour, je souhaiterais revenir sur un élément d'actualité qui concerne la communauté d'agglomération du Grand Dax. Comme vous le savez, vendredi dernier, le président maire de Dax a fait le choix d'exclure d'un revers de main les élus de l'exécutif saint-paulois du bureau du Grand Dax, en retirant à Sylvie Péducas et à moi-même les délégations qui nous avaient été confiées il y a 2 ans et demi maintenant. Pourquoi? Car nous refusons de nous aligner comme un seul homme pour voter de la même façon, quitte à ce que ces choix aillent à l'encontre des intérêts de notre ville et de ses habitants. Cela est tristement historique pour le Grand Dax. Je rappelle que Saint-Paul-et-Dax a porté sur les fonds baptismaux la communauté de communes, puis la communauté d'agglomération du Grand Dax, à une époque où il y avait entre les maires des 2 villes-centres une véritable intelligence de coopération et de co-construction. Cet état de fait remet en question les principes essentiels de la gouvernance démocratique de notre institution. On nous dit que c'est la même chose ailleurs. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on doit s'en aller. Eh bien, c'est faux. À la région, je peux en témoigner, dans le groupe majoritaire, nous ne votons pas tous de la même façon lors des délibérations. Et ça ne nous empêche pas d'avancer, de fonctionner au service de l'ensemble des habitants de la région. C'est exactement la même chose au conseil départemental ou dans la majorité départementale. Tous les groupes ne votent pas de la même façon, 100% des délibérations, et on le voit, cela fonctionne très bien au service de l'ensemble des Landaises et des Landais. Il en est de même dans la communauté voisine de Max, où là l'échiquier politique est encore plus large, et pourtant, ils fonctionnent tous ensemble, malgré leurs divergences, pour ce qui est aujourd'hui la véritable locomotive de ce département. Ainsi, ce sont 14 000 habitants, la 2e ville de cette agglomération, la 3e du département, qui se retrouvent exclus de la gouvernance de son agglomération. Cette éviction est évidemment politique, cela a été confirmé, car le travail de fond mené dans le cadre des vice-présidences qui nous avait été confié au service de l'ensemble des Grands Dacois est plutôt conséquente. Dans le cadre de la délégation qui m'était donnée, nous avons travaillé sur la refonte du réseau de transport et l'intégration du transport scolaire, une fréquentation aujourd'hui qui bat des records, la création du schéma cycle et des premières pistes de voies cyclables, la création de la journée dimanche à vélo, pour ne citer que. Et concernant la délégation de Sylvie Péducas, c'est tous les travaux sur le PIG, l'OPARU, l'adaptation des logements au handicap, les rénovations énergétiques. C'est aujourd'hui plus de 570 logements, je crois, qui sont lancés ou en cours. C'est l'étude également qui a été produite avec les gens du voyage, étonnamment présentée la semaine dernière, mais un long travail là aussi de fond qui permet vraiment de qualifier les choses, avec des taux de scolarisation des gens du voyage qui sont passés à 75% alors qu'ils n'étaient que de l'ordre de 25% au début de mandature, et puis toutes les perspectives que cela trace pour un meilleur fonctionnement, un meilleur logement des gens du voyage. Et on sait que rien n'est parfait, bien évidemment, qu'il y a encore de nombreux travaux concernant l'aire du Tuc par exemple, le déplacement de l'aire de grand passage, tous les travaux menés dans le cadre
du logement social. Sur les transports, bien évidemment, il faut encore que l'on s'améliore, travailler sur les arrêts de Terre 6 ou du Grand Mail, comme c'est le cas actuellement, ou encore construire définitivement ces voies cyclables et travailler à nos aménagements. Mais au moins, la voie est tracée. Il est étonnant quand même, ces derniers jours, de voir que nos contradicteurs parlent encore et toujours de la clé de voirie, pour justifier notamment cette éviction. La clé de voirie, on en a longuement parlé dans cette assemblée. Je rappelle de manière synthétique. D'un côté, nous avons une communauté d'agglomération qui nous propose de mettre 650 000 € en année pleine dans un pot commun pour faire des voiries, pour lequel nous avons reçu combien ces 6 dernières années? 0 €. De l'autre, nous avons la municipalité de Saint-Paul qui a dit « Nous souhaitons doubler notre contribution, passer à 320 000 €. C'est un engagement que l'on avait pris devant les habitants pour flécher ces fonds directement sur la voirie saint-pauloise via des fonds de concours. On nous dit que ce n'est pas possible, alors que de très nombreuses collectivités en France le font. Donc d'un côté, on nous dit « Mettez 650 000 € dans un pot commun pour lequel on a 0 en retour », et de l'autre, on dit « On veut mettre 321 000 € sur les routes saint-pauloises ». Car c'est un sujet fondamental pour nos concitoyens, comme les poubelles, pour lequel il va falloir encore attendre. Alors un élève de CM2, je crois, sera en aptitude à choisir la bonne solution. Et pourtant, on nous le reproche comme l'un des grands faits en fait, qui font qu'aujourd'hui nous sommes exclus de l'agglomération. Chacun pourra en juger. Je suis un peu surpris également du positionnement des groupes d'opposition, notamment sur ce sujet de la CLEC, parce que jusqu'à présent, c'est aussi historique, il y avait plutôt un consensus au niveau des élus saint-paulois pour se dire à un moment donné, il y a quand même l'intérêt de la commune qu'il est important de préserver, pas au détriment des autres. On a toujours travaillé au service des grands Dacois, mais à un moment donné, quand il y a quelque chose qui cloche, quels que soient nos élus précédents, ils savaient monter au créneau pour dire là, il y a un dysfonctionnement. Aujourd'hui, a priori, de ce que je lis ou entends sur les réseaux sociaux, ou dans notre magazine municipal, ça n'est plus tout à fait le cas. Alors, je ne vais pas être plus long sur le sujet. Malheureusement, en écho à ce qui se passe également à l'échelle nationale, je voulais juste redire que nous restons fidèles à nos valeurs et à nos engagements vis-à-vis des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois, et que nous sommes convaincus que notre société a besoin d'une gouvernance plus juste, plus démocratique, plus solidaire et plus respectueuse de chacun. Merci, et la parole est libre pour ceux qui souhaiteraient intervenir. Catherine Rabat. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, nous prenons acte de votre déclaration ce soir. Ce qu'on peut constater réellement, c'est une situation de conflit entre vous et la présidence de l'agglo. Là où par contre, au moins une quinzaine de communes ont voté le budget et ont des relations plutôt apaisées avec l'agglomération. On constate que ce n'est pas du tout le cas de Saint-Paul. Et effectivement, ça ne peut pas être le cas, parce que vous avez choisi une politique de confrontation, notamment sur les voiries, en refusant donc de donner plus de moyens pour que nos routes soient entretenues, en combattant le projet de la salle de spectacle, qui était pourtant dans votre programme, et en dernier lieu, en refusant de voter le dernier budget, ou dans lequel budget il y a le lancement de la piste cyclable qui doit relayer donc Saint-Paul-à-Rivière. Donc face à ce constat de confrontation, nous, ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est les Saint-Paulois qui pâtiront des actes et des décisions qui ont été prises. Sylvie Péducas. Oui, bonsoir, j'avais pas forcément prévu d'intervenir ce soir, mais la remarque me fait un petit peu réagir. Je ne pense pas que nous soyons dans une confrontation systématique. Ce que disait monsieur le maire précédemment vis-à-vis des actions qui ont été menées, ne serait-ce que dans nos vice-présidences respectives, témoigne au contraire de notre respect pour une politique qui soit favorable à l'ensemble des Grands Dacois. Et parfois même, nous avons fait des choix dans certaines commissions en direction de certaines communes, y compris de la commune de Dax, qui peut nous reprocher notre positionnement parce que les décisions semblaient justes. Donc, n'allons pas parler de confrontation là où il y a en réalité positionnement politique différent sur des sujets.
Je rappelle par exemple qu'on peut appeler ça une confrontation, mais notre premier différend politique a porté par exemple sur le montant de la subvention à la Maison du Logement. Maison du Logement dont on voit aujourd'hui combien les actions pourraient être utiles, soit pour son action en direction des femmes victimes de violences, ou en direction des sans domicile fixe, dont je rappelle qu'ils ont été évacués de la commune de Dax assez récemment, et qu'ils se trouvent aujourd'hui à Saint-Paul-et-Dax. Concernant le fait de combattre la salle de spectacle, je trouve curieux qu'on en revienne toujours à ce propos-là, mais je peux comprendre que ce soit le propos que vous teniez, puisque nous avons bien répété à plusieurs reprises, et que c'était bien la demande qui émanait d'ailleurs pas seulement de la ville de Saint-Paul-et-Dax, mais de plusieurs maires de gauche, au moment où les finances de l'ensemble des collectivités se trouvaient en grande difficulté, qui était de dire peut-être que ce projet-là, qui nous semble important pour la communauté d'agglomération du Grand Dax, mérite toutefois que nous attendions un petit peu et que nous mesurions les impacts, entre autres par exemple des coûts énergétiques ou de l'augmentation des coûts des travaux de manière générale, sur notre collectivité avant de nous lancer sur ce gros projet. Donc il ne s'agit pas de combattre le projet de salle de spectacle, mais simplement de demander à différer son étude pour prendre effectivement un peu plus de temps. Et quant au refus de vote du budget, donc, il peut se présenter de deux manières différentes. Le premier, c'est d'avoir effectivement certains points qui pouvaient être contestables sur le budget, dont le fait de lancer des études alors même que nous avions demandé de différer. Mais aussi et surtout, le coup est quand même parti du président de la communauté d'agglomération du Grand Dax, qui effectivement a posé en préambule le vote ou le non-vote du budget comme un élément diagnostique sur le fait de pouvoir appartenir à son exécutif, c'est-à-dire qu'il s'est positionné comme se positionne d'ailleurs aujourd'hui notre président de la République, non pas en gouvernant démocrate, mais en gouvernant autoritaire, en décidant que tous ceux qui ne pensaient pas comme lui devaient sortir de son exécutif. Donc je voulais juste remettre un petit peu de justesse dans vos propos. Je m'inscris dans la droite ligne de ce que vient d'évoquer Sylvie Péducas, et il est étonnant en fait que certains éléments reviennent comme ceci. Pourquoi en fait? Parce que c'est l'histoire que vous souhaitez raconter, qui n'est pas la réalité des choses, mais vous souhaitez raconter cette histoire pour votre dessein politique. Concernant la CLECT, 650 000 euros, zéro, 321 000 euros sur les routes saint-pauloises. Vous dites qu'on bloque l'agglo, mais pardon, c'est l'inverse. C'est l'agglomération aujourd'hui qui nous empêche de mettre de l'argent sur nos routes. Vous pouvez tourner la tête. Pourquoi ça se fait ailleurs en France et qu'on le refuse ici? J'ai toujours pas la réponse en fait par rapport à ça. Donc il faut prendre un petit peu de recul. Je le redis, nous sommes absolument pas en fait en conflit avec la communauté d'agglomération. Au contraire, je rappelle que dans cette instance, nous avons voté le reversement d'1 point de taxe d'aménagement au profit de l'ensemble de l'agglomération. Et tout comme l'agglomération a grandi de par le développement de Saint-Paul-et-Dax, de par les projets qui ont été menés ici, cela a enrichi, au sens propre comme au figuré, l'ensemble des 20 communes de l'agglomération. Et continue à le faire aujourd'hui. Donc Saint-Paul est plutôt solidaire, en fait, vis-à-vis de l'agglomération. Et il serait bien, en fait, que ça aille dans les deux sens. Une précision aussi. Moi, je ne raconte pas d'histoire ou je ne me raconte pas d'histoire. Moi, c'est un constat de fait. C'est qu'aujourd'hui, c'est un échec de votre politique, puisque, Monsieur le Président de l'agglomération, vous démez de vos fonctions de vice-président. Les sujets que j'ai évoqués, c'est la réalité. C'est ce qui s'est passé. Que ce soit la contribution pour les voiries, la salle de spectacle, dernièrement le budget, c'est qu'un constat de fait. Donc vous pouvez dire que vous entretenez des relations sereines, apaisées, solidaires. Le fait est qu'aujourd'hui, Saint-Paul n'est plus dans l'exécutif et n'est plus représenté dans l'exécutif. Donc on peut peut-être dire tout ce que vous voulez, mais je crois que là, c'est plutôt vous qui racontez des histoires. Parce que la réalité, c'est bien celle-là aujourd'hui. Écoutez, les éléments sont là de manière très objective et chacun se fera une idée de ça. Un mot sur les pistes cyclables. Enfin, je vous rappelle quand même que nous avons travaillé avec les services, avec l'ensemble des 20 communes de l'agglomération, que je me suis quand même démené pour faire en sorte que le schéma cycle, qui restait 1 an au frigo, hein, je vous le rappelle, puisse en ressortir pour être déployé, c'est 1 an de perdu. Hein. Donc que vous allez me faire une remarque quand même sur le schéma cycle et le déploiement des voies cyclables, je trouve ça vraiment fort de café. Voilà. Mais une fois encore, chacun se fera son opinion.
Micro. Nous travaillons régulièrement dans les commissions, et dans les commissions, nous travaillons tout à fait régulièrement. Nous sommes là, nous sommes en conseil de communauté régulièrement également, ce qui n'est pas forcément le cas pour vous. Donc évidemment, vous pouvez dire des choses fausses, puisque quand on n'est pas présent tout le temps dans les commissions, etc., on peut inventer des choses en reprenant les arguments de M. Julien Dubois. Et en fait, vous dites que M. Julien Bazus, c'est un échec pour lui. Non, c'est un échec pour M. Dubois. C'est lui qui prend la décision, c'est pas M. Bazus. Voyez. Donc on n'a pas voté contre ce budget. On a préféré ne pas voter pour ce budget, mais on ne s'est pas affronté frontalement justement avec M. Dubois. Donc quand on connaît mal les choses, c'est normal qu'on colporte un peu n'importe quoi. Alors, Catherine Rabin. juste une précision, je n'ai pas forcément dit que c'était un échec pour M. Bazus, je dis simplement que le constat est que c'était un échec, notamment pour Saint-Paul-et-Dax, parce qu'aujourd'hui, je répète, Saint-Paul-et-Dax n'est plus représenté dans l'exécutif. Ça, c'est la réalité. Voilà. Ce n'est pas une affaire de personne, c'est une affaire communautaire, c'est une affaire de nos communes. C'est l'échec de l'agglomération, puisque je disais, c'est malheureusement historique aujourd'hui, et que notre territoire ne peut pas se permettre d'être décroché, notamment dans le contexte que nous traversons et que nos concitoyens ont vraiment grandement besoin d'une politique forte d'agglomération et une politique de coopération. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non, je vous propose d'attaquer le point numéro 1 à l'ordre du jour et qui concerne un sujet novateur, tout autre, puisqu'il s'agit de la conclusion d'une convention de partenariat avec la plateforme KissKissBankBank. Alors, on a eu l'occasion d'en parler l'autre jour, le 28 février, dans la réunion qui concernait le projet d'ABES et qui génère de l'enthousiasme, on le voit avec nos concitoyens. Comme quoi, il y a des sujets d'enthousiasme, heureusement. C'est Valérie Marie qui nous en parle. Merci Monsieur le maire, bonsoir mesdames et messieurs. Oui, c'est un projet plus positif que je vais vous présenter. Donc c'est une convention de partenariat avec une plateforme dite KissKissBankBank pour un financement participatif qui s'inscrit donc dans le cadre de l'acquisition du projet du site d'ABES, puisque ce projet, cette acquisition évidemment nécessite un aménagement du cadre paysager afin que chacun puisse évidemment en profiter. Alors, des initiatives sont lancées, 2 initiatives aujourd'hui, le jardin potager, et puis ce qu'on a appelé un peu en raccourci un jardin mythologique. Et pour cela, ces initiatives nécessitent évidemment du temps qui va être pris, mais aussi évidemment de l'argent. Alors pour cela, nous avons proposé un recours au mécénat d'entreprise ou un mécénat particulier. Et il faut des outils sécurisés pour que cette collecte de fonds puisse se faire. Alors ce savoir-faire, il est porté par la société donc KissKissBankBank qui met à la disposition de la commune un accompagnement personnalisé et également un site internet dédié et surtout sécurisé pour assurer la collecte des fonds. Alors dans le cadre de cette convention, la société se rémunérera à hauteur de 6% TTC et les donateurs pourront déduire fiscalement de leurs dons 66% de leurs dons dans la limite de 20% du revenu. Donc après vos éventuelles questions, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention avec la société KissKissBankBank. Merci Valérie Marie. Juste une précision complémentaire pour dire qu'on va avoir 2 temps pour permettre à tous ceux qui le souhaitent, pas que les Saint-Paulois, parce qu'on sait que les amoureux d'Abès vont bien au-delà de Saint-Paul et du Grand Dax. Donc on aura 2 temps. Le premier pour contribuer à l'élaboration, comme on le disait, du verger potager en reprenant le tracé historique, en travaillant avec une association également. C'est ce qui a été présenté le 28 février dernier. Donc chacun pourra donner, et puis un système de paliers en fonction des paliers que l'on atteint. Alors on peut débloquer des actions, et puis toutes les personnes qui donneront auront une petite rétribution, un souvenir également d'Abès, et puis pourront défiscaliser, comme on le précisait. C'est un détail important également. Donc ce sera de la première semaine de mai jusqu'au 31 août. On pourra faire ça pour le jardin, la recréation du jardin. Et puis du 1er septembre au 31 décembre, ce sera pour le jardin mythologique avec la première statue qui est celle du Griffon. Voilà.
Il me reste à le mettre aux voix, quand même. Laurent Lafourcade. Vous m'entendez là ? Oui, bonsoir. Déjà, première question, pourquoi faire appel à ce type de financement ? Est-ce qu'en financement propre, c'était pas réalisable ? Deuxième question, ce jardin potager, donc vous me dites que c'est une association qui va le gérer, qui va l'entretenir, qui va travailler dessus. Quelle est cette association ? Et justement, qui va profiter du fruit de ce travail ? Où va partir la production de ce jardin potager ? L'ensemble de ces éléments ont été présentés à la réunion du 28 février et plusieurs représentants de l'association qui s'appelle dans l'association Managem étaient présentes. Il s'agissait au départ d'un collectif qui nous avait sollicité d'ailleurs au tout début du mandat, qui était intéressé de manière générale par la qualité du site d'Abès et que donc à laquelle nous avons proposé de reparticiper à la réflexion sitôt engagé les éléments d'acquisition du site. Alors d'une part, donc, lorsqu'on parle du jardin potager, on parle de 7000 m² environ, qui représentaient les anciens potagers et vergers du château à la grande époque, et qui se trouve donc sur le chemin à rail de bois, sur la partie gauche, juste après qu'on prenne la direction vers l'étang. Sur cette parcelle de 7000 m², tout ne sera pas bien entendu utilisé en potager, d'abord parce qu'il y a des arbres qui ont poussé sur cet espace qui était au départ un espace libre, et que donc il va être plutôt aménagé en clairière de façon à conserver les espaces arborés, et que donc l'association Managem aura une convention pour une exploitation, en tout cas un travail sur une partie de la clairière, une première parcelle pour le moment d'environ 1500 m², de façon à y expérimenter de la permaculture, le but n'étant pas d'aller utiliser l'eau de la ville ou de créer une production maraîchère importante, mais plutôt de commencer à redonner vie au site, d'y expérimenter des pratiques écologiques et puis de créer du lien. C'était l'essentiel de l'objectif de l'association. Donc en termes de bénéfices, pour le moment, je ne suis pas certaine qu'il y aura un grand bénéfice, une grande rentabilité à la production de ce jardin. La production sera plutôt utilisée pour organiser des petits temps d'échange et de partage dans un premier temps. Et puis effectivement, si les éléments évoluent, on verra comment l'exploitation entre guillemets de ces 7000 m² évoluera. Avec la constitution d'un groupe plus large, nous attendons le terme de la consultation, puisque ça avait été présenté le 28 février, pour voir si d'autres citoyens ou d'autres associations sont intéressés par ce projet. Et en tout état de cause, il y aura de toute façon une charte d'utilisation globalement des 7000 m², avec le respect, donc un certain nombre d'engagements en termes de protection de l'environnement et de lien social. Voilà pour les éléments de réponse que je peux vous apporter. Deuxième point, c'est concernant... Pardon, pour répondre totalement à la question, j'ai cru que vous alliez nous annoncer une première promesse de don, mais concernant pourquoi ce type de financement, d'une part, vous le savez, le budget de la commune est très contraint, et on le verra notamment le mois prochain, au mois de juin, avec le budget supplémentaire. Il y a des priorités quand même, sur la cantine, sur l'accueil des familles, sur le paiement de l'énergie. C'est un tiers de dépenses supplémentaires avec l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc le budget communal, qui est un budget de crise, ne peut pas se disperser. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est quand même très enthousiasmant de se dire on va permettre aux gens de s'approprier une petite partie d'Abès. En disant je vais contribuer directement, je vais m'impliquer dans telle ou telle action, on le verra dans les différents paliers, on aura la possibilité en plus de laisser une trace à Abès. Donc voilà, c'est permettre aussi davantage de participation et à chacun de se l'approprier, de se le réapproprier un petit peu plus. Il y avait une autre question. Oui, il y avait une autre question, c'est concernant justement ce parcours mythologique, donc avec des statues, Griffon, Pégase, etc. Donc ce sont des œuvres artistiques. Qui va réaliser ces œuvres? Est-ce que ce sont des acteurs locaux, des artistes locaux? Voilà, c'est la forme, l'emplacement, quelques détails quand même un peu plus précis sur cette démarche. Sur la démarche du jardin mythologique,
on est en liaison avec, comme on l'a dit à la réunion du 28 février, avec monsieur Louis Cambriel, qui est galerie d'art à Dax, qui est très connaisseur d'art contemporain et qui a déjà plus ou moins des idées des artistes qu'il va contacter. Alors après, les œuvres, évidemment, elles vont dépendre aussi du montant qu'on va pouvoir récolter sur ces œuvres, parce que ça va dépendre de la taille du matériau et de ce que voudront faire les gens. L'idée étant évidemment que ce soit quelque chose qui a à voir avec l'art contemporain et cette promenade au sein de la forêt. Alors évidemment, il va falloir plusieurs statuts pour arriver à ce que la promenade soit intéressante, mais après, est-ce que les artistes sont, je me tourne vers Marine Bru qui est avec moi dans le projet, sont des acteurs locaux? On n'en a pas discuté plus que ça. Non, je sais pas parler avec eux. Bon, ok, ça doit aller mieux. Oui, concernant les artistes, on ne peut pas vous dire aujourd'hui que ça sera forcément des artistes locaux, sachant que les artistes qui seront nommés pour réaliser les réalisations in situ seront des artistes qui travailleront des matériaux spécifiques. Donc, comme ça dépend d'un matériau spécifique type bronze, etc., en tous les cas, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a pas d'artistes déjà qui travaillent sur le secteur avec ce type de matériaux. En tous les cas, il me semblerait que ce sera des artistes en tous les cas nationaux, ça c'est une évidence, mais vous dire qu'ils seront du secteur de Saint-Paul, il y a très peu de chances que ce soit le cas, parce qu'on ne dispose pas d'artistes qui ont ces pratiques-là. Dans les Landes, mais en tous les cas, je pense qu'on peut en trouver sur l'Aquitaine, mais ça, on pourra le dire, comme l'a bien précisé Valérie, qu'une fois que les fonds seront fixés, parce que là, on ne peut pas vous dire, aussi en fonction du montant qu'on aura, un artiste, imaginons s'il utilise le bronze, ça va être produit qu'à certains endroits, etc. Donc, on ne peut pas vous dire aujourd'hui qui on aura et s'il sera local, mais à mon avis, il ne le sera pas, parce qu'on ne dispose pas d'artistes aujourd'hui qui ont ce type de pratique sur la localité où nous sommes. Et c'était le cas, je le rappelle, dans le cadre de la première fresque murale. Vous savez, cette très belle fresque rue Victor Hugo qui a été réalisée en fonction du sujet, en fonction de la compétence recherchée. Ensuite, on s'en remet au regard expert de Louis Cambriel et de son équipe pour avoir la meilleure adéquation entre l'œuvre et l'artiste. Arthur Wan, qui a réalisé la fresque de la rue Victor Hugo, arrivé du Havre. Donc, c'était pas à côté. Mais on a aussi des talents en Europe et à l'étranger, même si a priori ce sera plutôt des artistes nationaux. Marine Bru, un complément? Oui, pour préciser aussi que le travail, il faut bien savoir que le travail sur site, donc qu'on appelle in situ en art, il faut savoir aussi qu'il ne se fait pas par n'importe qui, parce que l'artiste qui produira son œuvre sur le site d'Abès, il faut savoir que ça sera un artiste qui sera aussi également amené à avoir l'habitude de travailler en extérieur avec les contraintes que ça demande. Donc c'est pour ça qu'en tous les cas, voilà, ça va être un artiste qui aura quand même une certaine notoriété pour pouvoir amener un travail comme il sera proposé. Merci pour ces précisions. J'en profite pour ajouter un mot concernant Abès. Alors ce sera dans le municipal que vous aurez d'ici quelques jours dans vos boîtes aux lettres, mais il y a des premiers travaux devraient commencer courant juin concernant Abès, notamment pour mettre en sécurité le site, pouvoir le fermer à la circulation comme ça a été évoqué lors de cette grande réunion du mois de février, et pouvoir aménager un stationnement. Voilà, avant la zone justement qui sera fermée, qui sera bloquée. Donc que nos promeneurs, nos coureurs, nos cyclistes ne soient pas surpris de voir quelques travaux de mise en sécurité. Tout cela se fait bien évidemment avec le regard expert des services de la commune, et notamment du service SEV qui s'occupe des espaces verts. D'ailleurs, lors du repérage que nous avons fait, nous avons encore identifié de nouveaux arbres remarquables. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non, je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Bon, c'est ainsi. En tout cas, nous sommes très heureux de voir Abès se mettre en mouvement. Nous passons au chapitre du personnel communal avec un nouveau dispositif PEC. Sylvie Péducas.
Oui, alors c'est pas tout à fait un nouveau dispositif, même si c'est effectivement de nouveau ce type de sujet que l'on présente, puisque donc il s'agit de la création d'un poste d'adjoint technique au service affaires scolaires dans le cadre de ce dispositif parcours emploi compétences. Mais il s'agit de poursuivre donc la personne qui occupait le poste jusque-là, n'ayant pas souhaité renouveler au-delà déjà de son premier engagement, puisque, et c'est bien l'objectif de ces contrat parcours emploi compétences, elle a désormais pu construire un nouveau projet. Donc nous vous proposons de réouvrir un poste d'adjoint technique au sein de ce service pour 20 heures hebdomadaires à compter du 1er mai 2023. Des observations? Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci. Et nous ouvrons le chapitre des affaires foncières. Nous retournons chemin du Pont Volant. André Humeau vous explique tout. Oui, bonsoir à tous. Oui, en fait, il s'agit d'une délibération rectificative. Par délibération numéro 2022-09-28 en date du 29 septembre 2022, le conseil municipal décidait d'échanger un terrain appartenant à l'indivision La Battute d'une superficie de 213 m² contre un terrain communal d'une superficie identique. Cette procédure a été initiée car l'indivision La Battute a décidé de vendre un terrain situé à proximité de leur habitation, le long du chemin du Pont Volant, à un promoteur afin de réaliser une petite résidence. L'accès réalisé par un chemin privé de servitude, goudronné et emprunté par les riverains, mais aussi par des piétons et des cyclistes, reliant la rue René Loustalot à l'allée de Christus. À cet endroit, il est prévu au PLUI l'emplacement V16 permettant d'inclure ce chemin dans le domaine communal. L'indivision La Battute a préféré échanger le terrain nécessaire à la réalisation de l'emplacement réservé avec un terrain communal juxtant à l'ouest de leur propriété. Dans la décision prise du 29 septembre 2022, il était prévu d'échanger la parcelle BH 1812 appartenant à la commune d'une superficie de 213 m², pardon, 213 m², excusez-moi, contre la parcelle BH 1810 appartenant à l'indivision La Battute d'une contenance de 213 m². Il s'avère que le document d'arpentage a divisé en deux le terrain appartenant à l'indivision La Battute et que la superficie de 213 m² correspondant à la somme de ces deux nouvelles parcelles, la BH 1810 d'une contenance de 143 m² et la BH 1808 d'une contenance de 70 m². Il manquait donc dans la délibération cette parcelle BH 1808. Il est proposé au conseil municipal d'abroger la délibération 2022-09-28 prise le 29 septembre 2022 et d'autoriser monsieur le maire à échanger la parcelle BH 1812 d'une contenance totale de 213 m² appartenant à la commune avec les parcelles BH 1810 et BH 1808 d'une contenance totale de 213 m² appartenant à la division La Battute. Et j'étais clair. Et je précise qu'on autorise également monsieur le maire à signer l'acte et toutes pièces y rattachant. Et je précise que lors des opérations précédentes concernant ce chemin du Pont Volant qui ont été votées ici, sont d'ores et déjà signées chez le notaire. Voilà. Y a-t-il des observations? Non. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Au point 4, à nouveau, Abès. Et vous le savez, c'est ce processus en fait de terminaison, on pourrait l'appeler comme ça, du syndicat mixte pour l'aménagement du parc d'Abès qui se poursuit, cette fois-ci avec la répartition de l'actif entre les différents membres. Jean Lavielle. Voilà, bonsoir à tous. Monsieur le maire a dit l'essentiel, c'est que dans le cadre de sa dissolution, nous allons voir la répartition de l'actif entre les membres du syndicat mixte, entre donc la communauté, entre le département et la ville de Saint-Paul. Alors le département des Landes et la commune de Saint-Paul-et-Dax ont pris acte de l'achèvement au 31 décembre 2022 de la mission du syndicat mixte pour l'aménagement du parc d'Abès. Ça les associe donc selon la clé de répartition statutaire à hauteur respectivement de 80%
pour le département et 20% pour la commune. Ils se sont prononcés favorablement donc à la dissolution du dit syndicat mixte à cette date. Et ça s'est passé donc lors du conseil municipal de Saint-Paul-et-Dax du 29 septembre 2022 et de la commission permanente du conseil départemental du 30 septembre 2022. Alors la convention cadre de liquidation fixant les conditions dans lesquelles le syndicat mixte est liquidé a été approuvée également lors de ces deux séances. La convention cadre de liquidation signée le 2 novembre 2022 par les représentants du syndicat mixte, donc du département et de la commune Saint-Paul-et-Dax, prévoyait en fait 3 points. D'abord, la répartition du part d'abaisse entre le département des Landes et la commune de Saint-Paul-et-Dax en 2 ténements fonciers de respectivement 100 hectares, donc pour le département, et 130 hectares à peu près. Il y avait encore 64 arts et 25 centiares pour la commune de Saint-Paul. Ensuite, le versement par la commune d'une soulte de 450 000 € au bénéfice du département pour solde de tout compte. Et enfin, la fixation de la clé de répartition du transfert de l'actif et du passif du syndicat mixte à ses membres, reprenant celle des participations statutaires, 80% et 20%. Ils ont donc proposé au conseil municipal de prendre acte du montant de l'actif net, arrêté à la suite de l'approbation du compte administratif de l'exercice budgétaire 2022 du syndicat mixte pour l'aménagement du parc d'Abbesse, à la somme de 51 805,43 € et d'accepter la répartition de cet actif net entre les membres du syndicat mixte, conformément à la clé de répartition inscrite dans la convention cadre de liquidation et reprenant celle des participations statutaires comme suit. Donc 41 444,34 € pour le département des Landes et 10 361,09 € pour la commune de Saint-Paul-et-Dax. Avez-vous des questions à poser? Sylvie Péducas. Oui, juste une petite remarque, c'est l'occasion pour moi de remercier le président du département et ses services pour la qualité des échanges qui nous ont permis d'arriver au terme de cette acquisition. Et puisque ça fait écho à la question qui avait été posée tout à l'heure relativement au financement par rapport au projet sur le site d'Abbesse, puisque le fait que ce syndicat mixte n'existe plus ne signifie pas pour autant que le département se désengage ou se désintéresse du site, et que nous avons d'ores et déjà l'engagement du président sur le soutien qu'il pourra nous apporter, en particulier sur les compétences qui sont les siennes et qui sont relatives aux politiques environnementales et au parcours d'itinéraire et de découverte. Et nous avons d'ores et déjà commencé à travailler avec les services du département sur ces sujets. Tout à fait, cela valait d'être souligné, c'est sûr. Donc je vous propose, vu l'acte notarié de partage du part d'Abbesse reçu par maître Bernard Baudin, signé le 18 et 22 novembre 2022 sous la condition suspensive de l'intervention de l'arrêté préfectoral prononçant la dissolution du syndicat mixte au 1er janvier 2023. Vu l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2022 mettant fin à l'exercice des compétences du syndicat mixte qui conserve sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation, considérant que la condition suspensive liée à la dissolution du syndicat ayant été levée par l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2022 et que l'acte de partage du part d'Abbesse a été déposé au rang des minutes de l'étude notariale de maître Bernard Baudin, notaire à Saint-Paul-et-Dax, le 30 décembre 2022, rendant celui-ci est opposable aux parties prenantes et les transferts de la propriété effective au 1er janvier 2023. Vu la délibération du comité syndical et du syndicat mixte pour l'aménagement du part d'Abbesse en date du 27 mars 2023, arrêtant les comptes de l'exercice budgétaire 2022, faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 51 805,43 €, compte tenu la clé de répartition du transfert de l'actif et du passif du syndicat mixte à ses membres, le montant de l'actif net à transférer au département des Landes s'élève à la somme de 41 444,34 €, correspondant à 80% de l'actif transférable, et la part de l'actif net à transférer à la commune de Saint-Paul-et-Dax correspondant aux 20% restants, s'élevant donc à la somme de 10 361,109 €. Voilà. Eh bien, je crois que c'est complet.
À nouveau, nous remercions effectivement le président du conseil départemental, M. Xavier Fortinon, et ses équipes, où effectivement, on a un processus et des projets qui se déroulent aujourd'hui dans les meilleures conditions concernant ABES. Des observations? Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci. Le point numéro 5 appelle la dénomination de voies au lotissement des Jardins de l'Estrie. Vous le savez, ce sont ces parcelles sur lesquelles les fouilles archéologiques ont mis au jour une villa gallo-romaine, une église, des sépultures, mais je ne déflore pas plus le sujet. Je donne la parole à monsieur Frédéric Durand. Oui, bonsoir à toutes et à tous. La société donc SGE Foncière Aménagement a obtenu le 27 octobre 2020 le permis d'aménager numéro 040 279 379 279 30X 3001 pour la réalisation d'un lotissement de 44 lots sur un terrain situé au droit de la route de l'Estrie. Dans le cadre de ce projet, une voie nouvelle à caractère de rue à sens unique et 4 impasses vont être créées. Il convient donc de les dénommer. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la dénomination de la rue nouvellement créée rue de la Villa gallo-romaine et des 4 impasses: impasse du Caldarium, impasse de la Chapelle Saint-Sauveur, impasse de Quillac et impasse des archéologues. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser concernant ces noms de voies ou des précisions complémentaires? Cela fait suite aux travaux de la commission Travaux, Urbanisme, Eau et Énergie. Oui, absolument. Pas d'observation, donc c'est bien la voie A qui sera la rue de la voie gallo-romaine, l'impasse 1 sur le plan qui sera l'impasse du Caldarium, l'impasse 2, impasse de la Chapelle Saint-Sauveur, Voilà, impasse 3, l'impasse de Quillac, et l'impasse 4, l'impasse des archéologues. Et effectivement, tout est sur le plan qui est annexé. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Alors le point numéro 6, je sais que vous l'attendez avec impatience, il s'agit du bilan foncier 2022, c'est une délibération traditionnelle. Monsieur André Humeau. Donc il s'agit de faire le bilan des acquisitions, cessions et délégations immobilières de l'année 2022. Les opérations effectuées par la commune conformément à l'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales. Alors je vais vous éviter les numéros de cadastre et les dates, je vais juste vous indiquer les vendeurs et l'objet, éventuellement le prix, pour ne pas vous ennuyer trop longtemps. Voilà, donc il y a eu 8 acquisitions. Alors la première, c'était les héritiers Moras, c'est une zone humide dans les Brahoux qui nous a été cédée pour l'euro symbolique. Il y a 2 hectares, 24 ares et 59 centiares. Le second, le vendeur était la SSCI, le domaine d'Archonac. En fait, ce sont Arnaud-Chac, pardon, de 28 arts et 96 centiares. Il s'agit d'un aménagement de voiries et d'espaces verts, pareil pour l'euro symbolique. Le troisième, de Madame Giraud, 1 hectare, 20 arts et 7 centiares. C'était en bordure de la commune de Metz, une zone humide dans le cadre de protection, de la continuité de la protection de la tourbière de Metz, pour 1 800 €. Un quatrième, le vendeur est le syndicat des copropriétaires de la résidence latine. Alors là, c'est une affaire qui traînait depuis assez longtemps chez le notaire. Elle a été traitée. Il y a 30 arts, 53 centiares. C'est pour l'aménagement le long de la coulée verte, entre le chemin de Latine et le lac de Cressus, pour 1 221,20 €. La suivante, c'est le syndicat des propriétaires de la copropriété Iparla. C'est la résidence du centre, l'acquisition d'un espace public prévu par la ZAC pour l'euro symbolique. Il y a 1 art et 98 centiares.
Ensuite, la société Pontins, c'est la liaison douce dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure. C'est une partie de la liaison entre Loustalo et le lac de Christus. Hein, il y a 2 arts 85 centiares, pareil pour l'euro symbolique, une mise à jour d'un acte qui avait été commencé depuis fort longtemps. Plus important, la maison Podge, 13 hectares 48 centiares, dans le cadre de la réserve foncière pour l'extension du complexe Toumalin. Il y a le montant 325 000 €. Et enfin, dans les acquisitions, il y a eu un terrain réservé, route de cible, dans le cadre d'un futur élargissement. Il y a 39 centiares pour 2 730 €. Pour ce qui est des cessions, il y a eu une cession de terrain à la société SGE, qui est située chemin des Serres. Hein, il y a 6 arts et 92 centiares. C'est le rattachement au lotissement projeté par la société SGE d'un restant de terrain inexploitable, pratiquement inexploitable dans le cadre de l'urbanisme. Montant de la transaction 62 280 €. Ensuite, il y a eu des échanges, hein, comme on vient de voir avec l'indivision La Battute. Donc la première, ça a été avec la SAS Monte Cristo, c'est toujours avenue des Serres, et c'était dans le cadre d'un futur éventuel rond-point au niveau de la route des lacs, hein, au niveau du SIDEC. Il n'y avait pas de soult. Il y a 13 hectares 87 centiares et échangés contre la même surface. Voilà. Ensuite, l'échange avec l'indivision La Battute, nous en avions, enfin je vous avais proposé tout à l'heure la relecture. C'est dans le cadre de l'aménagement de la liaison de l'impasse du Pont-Volant. Et la troisième, toujours dans le cadre de cet aménagement voie douce du Pont-Volant, impasse du Pont-Volant, c'est un échange entre la commune et M. Morera, 1 art et 30 centiares. Voilà. En délégation du maire, nous avons eu trois actes. Déjà, le syndicat mixte, on en a parlé tout à l'heure. Hein, il s'agissait de la dissolution et le partage du foncier du syndicat mixte, hein, avec une soulte de 450 000 € payée au département. Il y a 231 hectares, 11 arts et 27 centiares. Ensuite, il y a eu une préemption sur l'indivision Fauquet pour un montant de 74 arts et 14 centiares, pour un montant de 32 500 €. Et enfin, la maison Podge a été, l'achat est tenu par l'EPFL, a été porté par l'EPFL au foncier financier d'acquisition de la propriété. Voilà pour 325 000 €. Voilà. Est-ce que vous voulez d'autres précisions ? Merci André Humeau, c'est relativement complet et administratif, mais vous le voyez derrière cette série de références en fait et de chiffres, on voit que c'est la politique municipale qui déploie ses ailes. Ce sont près de 200 hectares d'espaces naturels, zones humides, agricoles, qui ont été achetés par la municipalité. Nous parlions tout à l'heure des terrains de Madame Giraud situés en proximité avec Metz. C'est plus d'1 hectare qui a été acheté par la municipalité pour le mettre sous cloche et préserver la biodiversité locale. C'est l'engagement fait auprès de nos habitants d'acquérir Abbesse. Nous y sommes désormais. C'est la préemption. Nous n'avons pas hésité à préempter le bois de chêne d'Aurus qu'on vient d'évoquer en proximité du collège et des infrastructures sportives
pour éviter ce qui s'est passé un petit peu plus loin dans le champ, où un propriétaire a rasé tous les chênes qui étaient présents à cet endroit. Voilà un poumon vert qui sera mis à disposition du collège et des utilisateurs en proximité. Puis ce sont également des acquisitions stratégiques, on le disait avec le terrain de M. Paul, situé juste derrière à Toumalin, dans le cadre des réflexions, et préparer l'avenir pour des terrains comme ceux-ci stratégiques situés en centre-ville. Je pense également au terrain, j'allais dire le champ au lapin, du côté du Stay, qui va recevoir, puisque les travaux vont commencer cet été pour la résidence autonomie, qui va commencer à voir le jour, ce qui nous a permis d'acquérir le terrain dit au champ aux asperges, sur lequel nous portons aujourd'hui les réflexions de la maison médicale à venir. Donc vous voyez une vraie stratégie foncière au service de nos habitants. Pas de remarques? Qui est pour prendre acte en fait du bilan? C'est pas pour l'acquisition, c'est bien pour prendre acte. Donc qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Nous prenons acte de ce bilan. Merci André Humeau. Est-ce que la délégation de pouvoir appelle des observations? Oui, monsieur le maire, bonsoir. Monsieur Manuel Vigne. Simplement signifier que parmi toutes les décisions que vous êtes amenés à signer, un grand nombre concernait des actions sportives. Et je souhaitais souligner que parmi toutes celles que vous avez signées concernait une convention pour une manifestation d'un championnat de Ligue 2 de twirling bâton qui a attiré plus de 300 participantes et participants sur le week-end. Ça a drainé de nombreuses familles qui sont aussi restées dans les hôtels Saint-Paulois. Voilà, et ça a mené donc à la vitalité économique de la commune. Et je souhaitais mettre cela un petit peu en avant parce que ce n'est pas toujours ou su ou entendu. Voilà. Merci pour ces précisions. Et j'ajoute que le mois de mai va être chargé pour les associations et les clubs sportifs de la commune. On va accueillir d'ailleurs de beaux événements, je pense particulièrement au triathlon. Il va y avoir un très beau tournoi de rugby, des enjeux sur le football, le handball, etc. Le taekwondo aussi, d'autres sports aussi. Donc voilà, le mois de mai va être sportif, associatif et chargé. Merci pour ces précisions. Voilà, nous avons terminé les différents points à l'ordre du jour. Vous le voyez, une majorité municipale qui est à l'œuvre, à la tâche, pour avancer au maximum malgré le contexte de crise et tenir ses engagements auprès des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois. Merci à tous, bonne soirée, la séance est levée.